Dans le quartier résidentiel calme de Montgolfier, un jeune homme noir de 16 ans, Malik, marchait lentement sur le trottoir, les mains enfoncées dans les poches de son sweat à capuche. C'était une journée ordinaire de printemps, avec des arbres en fleurs et un ciel bleu clair qui semblait s'étendre à l'infini. La brise fraîche caressait doucement son visage, apportant avec elle l'odeur des lilas en fleurs et le bruit lointain des enfants jouant dans leur jardin. Malik avait décidé de rentrer à pied après l'école, préférant la tranquillité de cette promenade à l'agitation du bus. Il n'était pas pressé, il n'avait aucune raison de l'être. Le monde autour de lui semblait paisible, presque irréel, dans sa routine quotidienne. Pourtant, ce jour-là, il ignorait que cet après-midi allait marquer un tournant décisif dans sa vie. Malik n'était qu'un adolescent comme les autres, avec ses rêves, ses passions et ses doutes. Passionné de musique, il passait des heures à écouter des morceaux sur son casque, ou à jouer des mélodies sur sa guitare qu'il avait héritée de son père. Il adorait aussi jouer au basket avec ses amis après l'école, oubliant les soucis du monde pendant quelques heures. Et il y avait aussi les jeux vidéo, qui constituaient un autre univers où il pouvait se perdre pour échapper à la réalité. C'était un jeune homme simple, mais il vivait dans un monde qui n'était pas toujours aussi simple pour lui. Le regard des autres, le poids des attentes, les jugements auxquels il faisait face chaque jour dans cette ville pleine de contrastes, tout cela lui pesait plus souvent qu'il ne le laissait paraître. À mesure qu'il marchait sur ce trottoir tranquille, ses pensées dérivèrent. Il repensait à sa journée, à la salle de classe, aux rires des camarades de son lycée, au devoir qu'il redoutait de faire une fois rentré chez lui. Mais aujourd'hui, il était plus pensif, plus préoccupé. Ses parents avaient encore eu une discussion à propos de ses notes, et même s'il ne voulait pas les décevoir, il savait au fond de lui qu'il n'avait pas toujours l'énergie pour exceller. En marchant lentement, Malik se laissait aller à la douceur de l'après-midi, sans se douter que la tranquillité apparente allait bientôt être brisée par une série d'événements qu'il n'aurait jamais pu anticiper. La maison de Madame Dufresne se trouvait à une intersection juste avant la rue principale, une vieille demeure en pierre, soigneusement entretenue et décorée de fleurs impeccablement arrangées. Madame Dufresne était l'une des résidentes les plus anciennes et les plus respectées du quartier. Elle avait la cinquantaine et une vie qui semblait parfaitement ordonnée. Elle était une figure de stabilité dans ce quartier, bien connue pour sa gestion irréprochable de son foyer et sa participation active dans les associations locales. Chaque matin, elle saluait ses voisins avec un sourire poli, mais distant, et n'était jamais sans un mot de réconfort ou une observation sur la propreté du quartier. Mais ce jour-là, comme tant d'autres, elle s'installa dans son fauteuil préféré près de la fenêtre du salon, son regard scrutant la rue comme une sentinelle invisible. Depuis quelques mois, cependant, elle avait remarqué ce jeune garçon qui errait parfois dans le quartier, seul, sans but apparent. Chaque fois qu'elle le voyait, elle avait une sensation étrange. Un inconfort presque imperceptible qui semblait croître à chaque passage. Que fait-il ici, seul, dans ce quartier, se demandait-elle souvent, comme si sa présence déstabilisait l'ordre soigneusement construit de sa petite vie. Malik n'était pas l'un des enfants qu'elle voyait habituellement dans ce coin tranquille. Il ne semblait pas appartenir à cet environnement. Son regard, pensait-elle, était un peu trop mystérieux, un peu trop perdu. Ce genre de jeune n'appartient pas à ce quartier, pensait-elle de plus en plus souvent, sans même oser formuler cette pensée à voix haute. C'était une pensée discrète, un jugement silencieux, mais en elle se logeait déjà une conviction. Ce jour-là, alors qu'elle observait son jardin, elle aperçut Malik au loin, marchant lentement comme d'habitude, les mains dans les poches de son sweat. Il n'était pas pressé, il n'avait aucune raison de l'être, et pour elle, cela semblait être un signe. Elle observa un instant son visage, ses traits jeunes et détendus, son regard qui semblait vague, comme s'il n'était pas pleinement présent. Ce n'était pas un visage d'un jeune homme, bien élevé, pensait-elle. Il n'avait pas l'allure de ceux qui respectent les règles. Une sensation désagréable s'empara d'elle. Madame Dufresne se leva de son fauteuil, se dirigea vers le téléphone et composa le numéro de la police. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle appuya sur les touches. Elle expliqua, d'une voix presque hésitante mais déterminée, qu'un adolescent noir traînait dans le quartier, qu'il semblait suspect, sans but apparent, seul, errant comme un intrus. Il devait y avoir quelque chose d'étrange chez lui, quelque chose qui ne correspondait pas à l'image qu'elle se faisait de ce quartier si paisible. La police, habituée à des appels de ce genre, écouta, mais, par habitude, ils prirent la plainte avec cette sorte de calme indifférent qu'on réserve aux situations banales. En attendant les agents, Malik poursuivait son chemin sans se douter de ce qui se préparait. Il n'avait aucune idée qu'il était déjà sous surveillance. Il avait choisi ce chemin pour éviter d'arriver trop tôt à la maison et,
au fond, pour profiter un peu plus de cette belle journée. Il avait l'impression de flotter dans l'air printanier, loin des préoccupations de la vie scolaire ou familiale. Mais alors qu'il s'engageait dans la rue principale, il aperçut les gyrophares des policiers se reflétant sur les fenêtres des maisons. Il se demanda brièvement si c'était un autre contrôle de routine. Mais en les voyant s'arrêter à côté de lui, il ressentit un pincement d'anxiété dans son ventre. Que faisait la police ici? Les policiers s'arrêtèrent brusquement. L'un d'eux, un homme d'une cinquantaine d'années, le regard dur, nommé le moine, sortit de la voiture et s'avança vers Malik, son regard scrutant l'adolescent comme s'il était une menace latente. Il se tenait droit, imposant. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il d'un ton sec, presque accusateur, comme si Malik avait déjà fait quelque chose de répréhensible en étant là. Le moine le toisa de haut en bas, observant ses vêtements, son attitude. Malik, pris de court mais tentant de garder son calme, répondit d'une voix ferme, mais respectueuse. « Je rentre chez moi, monsieur. » Il essaya de maintenir le contact visuel, de montrer qu'il n'était pas là pour créer des ennuis, juste pour rentrer chez lui. Mais le moine ne sembla pas convaincu. « I'll insista. Vous traînez ici, seul, sans raison apparente. Vous avez l'air de ne pas avoir de but. Vous avez un nom ?» Son ton était froid, distant, comme si toute sa manière d'être disait que Malik, de par son existence, était suspect. L'adolescent ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait rien fait, rien qui puisse justifier cette intrusion. Mais il savait aussi que, dans ce genre de situation, il valait mieux ne pas réagir de manière trop vive. Il donna son prénom et son nom, mais cela ne sembla pas suffire. « Vous avez quelque chose à nous cacher. » Le moine insista. Cette question, si banale mais si lourde de sous-entendus, fit écho dans l'esprit de Malik, comme un avertissement de ce qu'il allait devoir affronter. La situation devenait de plus en plus tendue. Malik sentait une pression invisible, oppressante, se resserrer autour de lui. Il avait l'habitude de ce genre de situation, être accosté, jugé en un instant pour son apparence, pour sa couleur de peau. Mais aujourd'hui, il était dans un quartier où il n'avait pas l'habitude de se faire remarquer, et cet écart entre ce qu'il était et ce qu'on attendait de lui devenait criant. Un quartier calme, résidentiel, où les jeunes comme lui, et surtout ceux qui ressemblent à lui, n'ont pas leur place. À chaque pas qu'il faisait, la suspicion se faisait plus palpable. Il se sentait pris au piège, une fois de plus, dans un monde où il devait constamment prouver qu'il n'était pas ce qu'on voulait qu'il soit. Un simple adolescent qui rentre chez lui, comme tous les autres. Il essayait de garder son calme, de ne pas céder à la panique qui montait en lui. Il savait que s'il montrait la moindre nervosité, cela donnerait plus de poids aux accusations sous-jacentes. Il n'était pas bête, il savait qu'il le regardait comme une menace. Pas comme un jeune homme en quête de ses rêves, mais comme un suspect. La vie lui avait appris que dans ce monde, être noir était déjà une sorte de condamnation, un jugement avant même qu'il n'ait eu l'occasion de dire un mot. Alors, quand l'officier le moine avait mentionné son nom, une sensation étrange et lourde avait traversé Malik. C'était comme si le vent s'était soudainement arrêté, que le temps s'était figé autour de lui. Il se sentit piégé entre deux mondes. D'un côté, il y avait sa mère, Laura Diallo, la mère respectée de la ville, une femme dont le nom symbolisait le combat contre l'injustice, contre l'oppression. De l'autre, il y avait lui, Malik Diallo, son fils, un jeune homme noir dans un quartier où sa présence ne faisait qu'alimenter les préjugés. Et l'écho de son nom, prononcé à haute voix par ce policier, résonnait dans l'air comme une sorte de condamnation silencieuse. Il tourna lentement la tête vers Madame Dufresne, qui avait maintenant rejoint la scène, sa présence devenue plus tangible, presque menaçante. L'expression sur son visage était un mélange de confusion et de réticence, comme si elle réalisait soudainement qu'elle avait commis une erreur. Il n'y avait plus de doute maintenant. Son simple statut de fils de la mère était suffisant pour que le policier commence à se questionner, pour que Madame Dufresne se remette en question. Mais ce n'était pas suffisant pour Malik. Rien ne l'avait jamais été. Lorsque Madame Dufresne murmura ces mots, « C'est votre fils », la honte se glissa dans la voix de cette femme, comme si la vérité d'un nom changeait tout. Mais pour Malik, ce n'était pas la question d'être ou non le fils de la mère qui l'importait. Ce qu'il ressentait, c'était la stigmatisation instantanée dont il faisait l'objet, juste à cause de la couleur de sa peau. Son cœur se serra, non pas de peur, mais de colère, une colère qu'il savait mal diriger, mais qui bouillonnait en lui. Pourquoi fallait-il que cela soit toujours lui, ce jeune homme noir, ce simple adolescent, celui qu'on arrêtait, celui qu'on stigmatisait, celui qu'on accusait?
Le moine, réalisant que la situation prenait une tournure qu'il ne contrôlait plus, se redressa, son ton devenu plus poli, presque gêné. « Nous allons le laisser partir, madame, » dit-il, mais Malik ne pouvait s'empêcher de voir dans ses mots un mélange de soulagement et de culpabilité. Malik tourna les talons, ne cherchant même pas à échanger un regard avec madame Dufresne. Il ne voulait pas voir cette femme. Il ne voulait pas que cette interaction marque un moment dans sa vie, un instant de honte supplémentaire, un instant où il avait dû prouver qu'il n'était pas ce qu'on pensait de lui. Il savait que sa dignité n'était pas dans cette rue, dans ce quartier. Sa dignité était dans la manière dont il se tenait, malgré tout, malgré les regards, malgré les jugements. Mais cette dignité était aussi la raison pour laquelle il se sentait vidé, épuisé. À quoi servait-elle, si ce n'était à être piétiné à chaque coin de rue, à chaque faux regard, à chaque arrestation injustifiée? Alors qu'il s'éloignait, ses pas résonnant dans l'air lourd du printemps, il se sentit plus seul que jamais. Un vide étrange s'installa en lui, un vide qu'il n'arrivait pas à combler avec des pensées réconfortantes. La société continuait de l'observer à travers un prisme déformé, comme si sa seule existence, son identité, le plaçait dans une catégorie à part, celle des suspects, des étrangers, des coupables en attente de jugement. Et la douleur de cette injustice, bien que familière, était toujours aussi vive. Le lendemain matin, Laura Diallo se réveilla avec le poids de la veille encore lourd sur ses épaules. Elle n'arrivait pas à chasser l'image de Malik, son fils, arrêté, humilié, pour un simple trajet à pied dans leur propre ville. Elle savait que cet incident, bien que personnel, n'était pas qu'une question de famille. C'était un symptôme d'une maladie plus profonde, un mal enraciné dans les fondements mêmes de la société. Ce n'était pas un malheureux accident, mais une manifestation systématique d'injustice. Elle se leva tôt, son esprit en effervescence, parcourant les pensées qui se bousculaient. Comment pouvait-elle transformer cette douleur personnelle en quelque chose de plus grand, de plus puissant, quelque chose qui puisse potentiellement changer les choses? Comment réagir face à l'injustice de cet acte, alors que, pour la première fois, son propre fils devenait un exemple flagrant de la brutalité sociale que tant de jeunes noirs enduraient sans relâche? Laura n'était pas une femme de réaction impulsive. Elle était connue pour sa maîtrise de soi, son calme autoritaire, sa capacité à affronter les pires adversités sans jamais fléchir. Mais cette fois, elle sentait que l'heure de la colère était venue. Elle ne pouvait pas laisser passer cet incident sans agir, non seulement pour son fils, mais pour chaque jeune noir qui, comme Malik, n'était jamais perçu pour ce qu'il était, mais pour ce que la société voulait qu'il soit, un suspect, un criminel potentiel. Elle convoqua une conférence de presse pour le lendemain. La ville devait savoir. La ville devait entendre ce qu'il se passait derrière les portes fermées des quartiers riches, dans les rues où, souvent, les jeunes noirs étaient jugés sur leur apparence et non sur leur caractère. Le lendemain, elle arriva tôt à l'hôtel de ville. Les caméras étaient déjà en place, et la salle était pleine de journalistes curieux. Elle s'avança lentement sur la scène, vêtue d'un tailleur sobre mais imposant, un symbole de sa stature et de son autorité. Mais derrière la façade de cette élite se cachait une femme brisée, une mère dévastée par l'injustice. Quand elle prit la parole, sa voix ne trembla pas. Elle était calme, mais le poids de ses mots frappait plus fort que n'importe quelle colère incontrôlable. Hier, mon fils a été arrêté sans raison. Ce qui aurait dû être une simple promenade dans notre quartier est devenu un exemple de ce que beaucoup de jeunes de couleur subissent chaque jour dans notre ville, et partout ailleurs. Malik, comme beaucoup d'autres avant lui, a été traité comme un criminel simplement parce qu'il est noir. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un système qui échoue à reconnaître l'humanité des jeunes noirs. Elle marqua une pause, son regard traversant la salle, s'ancrant dans les yeux des journalistes, des responsables de la ville, des spectateurs. Nous vivons dans une société où la couleur de peau de certains individus les rend invisibles, mais en même temps les rend coupables sans raison. Elle laissa les mots s'imprégner, puis continua. Je suis ici aujourd'hui, non seulement pour dénoncer l'injustice faite à mon fils, mais pour réclamer des réponses. Ce système doit changer. Nous devons repenser la formation de nos policiers, revoir la manière dont nous éduquons nos enfants à la diversité, à la tolérance. Nous devons nous assurer que des jeunes comme Malik ne grandissent pas dans la peur de devoir justifier leur existence chaque fois qu'ils prennent la rue. Laura ne se contenta pas de décrire l'incident. Elle exigeait un changement profond, une transformation de la société elle-même. Elle ne parlait pas seulement de son fils, elle parlait de milliers d'autres jeunes, de millions de personnes qui, jour après jour, faisaient face à la même violence silencieuse, cette violence de la marginalisation. Elle allait se battre pour que Malik ne soit plus vu comme une menace,
mais comme un jeune homme avec un avenir, comme un citoyen à part entière de cette ville. Madame Dufresne, quant à elle, observait tout depuis l'ombre. Elle était présente, mais invisible. Elle n'avait pas prévu que son acte, sa décision précipitée d'appeler la police, aurait des conséquences aussi graves. Le poids de sa culpabilité la frappait durement. Elle se demandait si elle pourrait un jour se regarder dans le miroir de la même manière. Elle n'avait jamais voulu que cela dégénère ainsi, qu'un incident apparemment anodin prenne des proportions aussi importantes. Mais elle savait, au fond d'elle, que l'écho de ses actions résonnait bien plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Malik, de son côté, retourna à sa routine. Mais quelque chose en lui avait changé. Chaque pas qu'il faisait dans la ville lui semblait plus lourd, plus marqué par cette expérience. Il avait appris, à ses dépens, que la société ne voyait pas son innocence, mais ce qu'elle voulait voir, une menace. Il savait que cette expérience ne serait pas la dernière, que d'autres incidents viendraient, mais il se jurait de ne jamais oublier ce jour où il avait été réduit à sa couleur de peau, où sa propre humanité avait été ignorée au profit de préjugés archaïques. La ville, elle, ne serait plus jamais la même. Ce qui avait commencé comme un simple malentendu s'était transformé en un catalyseur pour le changement. Une conversation qui ne pouvait plus être évitée, un mouvement qui ne pouvait plus être ignoré. Et, dans les mois à venir, des voix se lèveraient, une à une, pour exiger une ville plus juste, plus équitable, où chaque individu, quelle que soit sa couleur, aurait enfin le droit d'exister sans crainte.